Avant de plonger dans cette histoire sombre, dis-moi d'où écoutes-tu et quelle est la température dans ta ville ce soir? En cette nuit du 23 janvier 1899, la Dordogne dormait sous un linceul de brume glacée. Le château de Mornac se dressait comme une plaie ouverte contre le ciel d'encre, ses tourelles pointant vers les étoiles mortes. Seule une fenêtre brillait encore, celle de la chambre du patriarche, Édouard de Mornac. Mais cette lumière tremblante allait bientôt s'éteindre pour toujours. Dans le grand salon aux murs tapissés de velours bordeaux, la famille s'était réunie, pas par affection, par obligation, par avidité. Car Édouard, 82 ans et la mort aux trousses, avait convoqué ses héritiers pour la lecture anticipée de son testament. Ils étaient 5 ce soir-là. Marguerite, la fille aînée, 48 ans, vêtue de noir, comme toujours. Son visage de porcelaine craquelée ne trahissait aucune émotion, mais ses doigts osseux ne cessaient de triturer son chapelet d'ébène. Depuis la mort de son mari dans des circonstances troubles, elle vivait recluse dans l'aile ouest, parlant seule la nuit, récitant des prières dans une langue que personne ne comprenait. Victor, le fils cadet, 39 ans, le regard voilé par l'opium et le cognac. Joueur, débauché, il avait dilapidé sa part d'héritage avant même de l'avoir reçu. Ses créanciers de Paris le cherchaient. On murmurait qu'il ne se contenterait pas d'argent. Amélie, la nièce, 24 ans, belle comme un mensonge. Orpheline recueillie après que ses parents eurent péri dans l'incendie mystérieux de leur ferme, elle avait grandi dans l'ombre du château, observant, attendant. Ses yeux verts brillaient d'une intelligence féroce. Elle savait des choses qu'elle n'aurait jamais dû savoir. Le docteur Ferrand, 45 ans, médecin de famille depuis 20 ans, homme discret aux lunettes rondes, il connaissait chaque secret médical des de Mornac. Les fausses couches, les maladies honteuses, les doses croissantes de laudanum. Trop de secrets pour un seul homme. Et enfin, sœur Thérèse, 60 ans, gouvernante et confidente d'Édouard. On murmurait qu'elle avait été sa maîtresse autrefois, avant qu'elle ne prenne le voile dans des circonstances jamais éclaircies. Ses mains tremblaient constamment, comme si elle portait un fardeau invisible. À 23 heures précises, Édouard descendit l'escalier de marbre. Chaque marche grinçait sous son poids de mourant. Il s'appuyait lourdement sur sa canne d'ébène aux pommeaux d'argent en forme de corbeau. Son visage émacié ressemblait à un masque mortuaire. Une odeur douceâtre de putréfaction l'accompagnait. Il s'installa dans son fauteuil habituel, près de la cheminée où crépitaient des flammes orangées. Le feu projetait des ombres démentes sur les murs, transformant les portraits des ancêtres en spectres grimaçants. « Vous êtes tous là », murmura-t-il d'une voix rauque, comme des vautours autour d'une charogne. « Vous croyez que je ne sais pas ? Vous croyez que je n'ai pas vu vos regards avides ?» Personne ne protesta, la vérité était trop évidente. Édouard sortit de sa veste une enveloppe scellée de cire rouge. Le sceau portait les armoiries familiales, un corbeau dévorant un serpent. Ses doigts squelettiques tremblaient en la tenant. Dans cette enveloppe se trouve mon testament. Mais avant de l'ouvrir, je dois vous dire quelque chose. Une vérité que j'ai portée seule pendant 60 ans. Une vérité qui a empoisonné ma vie, mes nuits, mon âme. Le silence devint palpable, épais comme du sang coagulé. On entendait seulement le crépitement du feu et le tic-tac obsédant de l'horloge. Ce château, cette fortune, cette famille, tout cela a été bâti sur un crime. Un crime que j'ai commis en 1839. J'avais alors 22 ans, un crime si monstrueux que Dieu lui-même a détourné son regard de moi. Marguerite serra son chapelet si fort que les grains d'ébène craquèrent. Victor vida son verre de cognac d'un trait. Amélie se pencha en avant, les yeux brillants d'une curiosité malsaine. Le docteur Ferrand ajusta ses lunettes nerveusement. Seule sœur Thérèse baissa la tête, comme si elle connaissait déjà la suite. « J'ai tué mon frère !» lâcha Édouard dans un souffle. « Alexandre, le véritable héritier du domaine. Je l'ai tué de mes propres mains, ici même, dans ce salon. C'était un soir d'hiver, comme ce soir. Il avait 24 ans, il allait se marier, avoir des enfants, perpétuer la lignée. Mais je ne pouvais pas le supporter. Je ne pouvais pas accepter d'être le cadet, l'ombre, le rien.
Des larmes coulèrent sur ses joues creuses, traçant des sillons dans la poussière de poudre qui masquait sa peau malade. Je l'ai empoisonné, lentement, pendant des mois, de l'arsenic dans son vin, juste assez pour que les médecins diagnostiquent une maladie naturelle. Personne n'a soupçonné, personne sauf... Il tourna son regard vers sœur Thérèse. Elle m'a vu, elle était jeune servante à l'époque. Belle, si belle. Je l'ai séduite, je l'ai compromise. Je lui ai promis l'amour, le mariage, et quand elle est tombée enceinte de moi, je l'ai forcée à boire une potion que le docteur Ferrand a préparée. Tous les regards se tournèrent vers le médecin, qui pâlit soudainement. « Oui, » continua Édouard, « notre cher docteur Ferrand. Il était jeune, criblé de dettes. Je lui ai offert de l'argent, et il a préparé la potion qui a tué l'enfant dans le ventre de Thérèse. Mon propre enfant. Ensuite, je l'ai forcé à entrer au couvent pour cacher notre péché. » Sœur Thérèse s'effondra à genoux, sanglotant. Édouard eut un rire grinçant, horrible. « Maudit ! Oh oui, mon fils, mais pas seulement par mon sang. Car vois-tu, Alexandre ne repose pas en paix. Son corps n'a jamais été enterré correctement. Je l'ai muré dans les fondations du château, dans la cave sud, derrière le mur de briques, et depuis 60 ans, il réclame justice. » La température de la pièce sembla chuter brusquement. Un courant d'air glacé traversa le salon. Quelque part dans les profondeurs du château, on entendit un bruit sourd, comme un coup porté de l'intérieur d'un mur. Marguerite se leva, le visage livide. C'est lui que j'entends la nuit. C'est lui qui gratte au mur, qui gémit dans les couloirs. Mon Dieu, nous vivons au-dessus d'un cadavre depuis toujours. Édouard hocha la tête lentement. Et maintenant, je vais mourir. Cette nuit même, et vous allez hériter de ma fortune, mais vous allez aussi hériter de ma malédiction. Car Alexandre ne vous laissera jamais en paix. Le sang appelle le sang, la mort appelle la mort. Il ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. J'ai divisé ma fortune en 5 parts égales. Mais il y a une condition, une seule condition pour recevoir votre héritage. Il leva les yeux, un sourire démoniaque sur les lèvres. Vous devez passer une nuit entière dans la cave sud, seul, avec Alexandre, du coucher du soleil jusqu'à l'aube. Victor explosa. « Vous êtes fou, je refuse. Alors tu ne recevras rien, » répliqua froidement Édouard. « Et tes créanciers viendront te chercher, je leur ai déjà écrit. » Victor devint blanc comme un linceul. Amélie sourit. « J'accepte. Je n'ai pas peur des morts. Ce sont les vivants qui sont dangereux. » Édouard la regarda longuement. « Tu es bien la fille de ton père. Il aussi croyait ne rien craindre, jusqu'à ce que les flammes le dévorent vivant. » Amélie ne broncha pas, mais ses yeux verts s'assombrirent. « Vous l'avez tué. » Ce n'était pas un accident. Marguerite se signa frénétiquement. « C'est une abomination. Nous devrions faire venir un prêtre, exorciser ce château. Il est trop tard pour les prières, » coupa Édouard. « Bien trop tard. J'ai vendu mon âme il y a 60 ans, et vous vivez de l'argent du diable depuis votre naissance. » Le docteur Ferrand se leva et s'approcha d'Édouard. Il prit son pouls, examina ses yeux. « Vous avez quelques heures, tout au plus. Voulez-vous du laudanum pour la douleur ? Non. Je veux sentir chaque seconde. Je veux être conscient quand Alexandre viendra me chercher. » Comme si le château avait entendu, un nouveau bruit résonna dans les profondeurs. Un grattement, long, insistant, comme des ongles sur de la pierre. Sœur Thérèse se mit à prier à voix haute. « Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. » Édouard ferma les yeux, un sourire paisible sur les lèvres. Il vient. Après 60 ans, il vient enfin. Et c'est à cet instant précis que toutes les bougies du salon s'éteignirent d'un coup. Seules restaient les braises rougeoyantes de la cheminée, projetant des ombres qui ressemblaient à des silhouettes humaines. Quelqu'un hurla, puis le silence retomba, un silence de tombeau. Quand Victor réussit à rallumer une bougie, la lumière révéla une scène qui hanterait leur cauchemar. Édouard de Mornac était toujours assis, mais il était mort. Ses yeux grands ouverts fixaient le plafond avec une expression de terreur absolue. Sa bouche était béante dans un cri silencieux. Et sur sa poitrine, gravées dans la chair comme au fer rouge, des lettres apparaissaient.
suintant de sang frais. Alex, Andre, Marguerite s'évanouit. Victor vomit. Amélie s'approcha, fascinée. C'est impossible, murmura le docteur Ferrand. Absolument impossible, mais c'était là. Réel, tangible. Le premier paiement d'une dette vieille de 60 ans. Et la nuit ne faisait que commencer. L'aube se leva pâle sur le château de Mornac. Personne n'avait dormi. Le corps d'Édouard avait été transporté dans la chapelle privée, mais les lettres gravées dans sa chair refusaient de s'effacer. Dans le salon, la famille s'était à nouveau réunie. Cette fois, ce n'était plus l'avidité qui les rassemblait. C'était la peur. Victor marchait de long en large, une bouteille de cognac à la main. Nous devons partir, immédiatement, oublier cet héritage maudit. « Et comment comptes-tu payer tes dettes ?» demanda froidement Amélie. « Tes créanciers n'accepteront pas des excuses. » Victor savait qu'elle avait raison. Il était pris au piège. Marguerite fixait les bois, murmurant des prières silencieuses. Son chapelet était taché de sang. Sœur Thérèse préparait du café, mais ses mains tremblaient tellement qu'elle renversait tout. « Nous devons respecter sa volonté, » dit-elle finalement. « Nous devons descendre dans la cave. C'est la seule façon de mettre fin à cette malédiction. »« Vous êtes folle !» cracha Victor. « Descendre là-bas ?» Avec cette chose, le docteur Ferrand intervint. « Écoutez, il y a sûrement une explication logique. Édouard était malade, délirant. Il a peut-être orchestré une mise en scène. Et les bougies ?» demanda Marguerite. « Et le froid ? Et les bruits ? Allez-vous aussi les expliquer par la science ?» Ferrand n'eut pas de réponse. Amélie se leva et s'approcha de la cheminée. « Oncle Édouard a dit que mon père est mort, brûlé vif. Mais il n'a jamais dit comment l'incendie avait commencé, ni pourquoi ma mère était déjà morte. » Elle se tourna vers eux. « Mais ce n'était pas un suicide, n'est-ce pas? Quelqu'un l'a tué. Et ensuite, quelqu'un a mis le feu pour cacher le crime. » Le silence fut assourdissant. « Tu délires, » murmura Victor. « Non, j'ai retrouvé des lettres. Des lettres où mon père menaçait de révéler le secret d'Alexandre. Il voulait de l'argent. Et quand Édouard a refusé, mon père et ma mère sont morts 1 semaine plus tard. » Sœur Thérèse laissa tomber sa tasse. Le café se répandit comme du sang. « Tu mens. C'était un accident. »« Était-ce un accident ?» demanda Amélie. « Où était-ce vous? Vous qui auriez fait n'importe quoi pour protéger les secrets d'Édouard. » Sœur Thérèse recula, décomposée. « Non, je n'ai rien fait. C'était Édouard. Il m'a forcé. » Marguerite se leva brusquement. « Assez. Cette famille est pourrie jusqu'à l'os. Nous méritons tous ce qui nous arrive. » Elle se mit à rire, un rire hystérique. « Vous voulez savoir pourquoi mon mari est mort? Je l'ai tué, moi, de mes propres mains, parce qu'il avait découvert la vérité sur Père. Je l'ai poussé dans l'escalier et j'ai regardé son cou se briser. » Victor lâcha sa bouteille. Amélie souriait. Enfin la vérité sort. Marguerite s'effondra à genoux. « Nous sommes tous damnés. Le sang d'Alexandre crie vengeance. Et nous paierons tous. » Comme pour confirmer ces mots, un nouveau bruit retentit, plus fort, plus proche. Un bruit de pierre qu'on arrache, de quelque chose qui cherche à sortir. Tous se figèrent, car le bruit venait d'en dessous, de la cave sud. Victor tituba vers la porte. « Je pars, maintenant !» Il ouvrit la porte et se figea. Devant lui se tenait une silhouette, une forme humaine, mais pas tout à fait. Flou, ses vêtements étaient ceux d'un gentilhomme du début du siècle. Son visage était décomposé, verdi par la mort, les orbites vides. Victor hurla et recula. La silhouette leva une main osseuse et pointa vers le sol, vers la cave. Puis elle disparut. Victor se releva, le visage ruisselant de sueur. « Je l'ai vu. Vous l'avez vu aussi ? » « Nous l'avons tous vu, » murmura le docteur Ferrand. Amélie s'avança vers la porte. « Il veut que nous descendions. Alors descendons. Finissons-en. » Le docteur Ferrand prit d'une profonde inspiration. « Très bien, faisons-le maintenant. » À la lumière du jour, ils traversèrent le château en silence. Les couloirs résonnaient de leurs pas. Ils arrivèrent devant la porte de la cave sud. Une lourde porte de chêne, verrouillée par 3 cadenas rouillés. Le docteur Ferrand sortit le trousseau de clés. Ses mains tremblaient.
Chaque claquement de serrure résonnait comme un coup de marteau sur un cercueil. Enfin, la porte s'ouvrit. Un courant d'air glacé remonta, charriant une odeur insoutenable, de mort, de chair décomposée. Victor vomit. « Je ne peux pas. »« Alors reste ici, » dit Amélie, « et attends qu'Alexandre vienne te chercher. » Elle commença à descendre, la lampe à la main. Les autres suivirent. Victor resta seul. Puis il entendit le bruit, le grattement. Mais il venait de derrière lui. Il se retourna. Dans le couloir, la silhouette était revenue. Mais elle n'était plus seule. Des dizaines d'ombres l'accompagnaient. Victor hurla et se précipita dans l'escalier, rattrapant les autres. « Ils arrivent. Nous sommes piégés. Alors nous n'avons qu'une direction, » dit Amélie. « Vers le bas, vers Alexandre. » La cave les attendait, avec 60 ans de secrets enterrés. L'escalier semblait ne jamais finir. Les marches descendaient en spirale dans les entrailles du château. Les murs suintaient d'humidité, couverts de moisissures qui dessinaient des formes humaines. Amélie comptait les marches. 20, 30, 40. Comment une cave pouvait-elle être si profonde ? « C'est impossible, » murmura le docteur Ferrand. « Nous devrions être sous les fondations. »« Peut-être qu'Édouard a creusé plus profond, » répondit Marguerite. « Plus profond que le monde des vivants, jusqu'au seuil de l'enfer. » Victor gémissait à chaque marche. Les ombres les suivaient, gardant une distance constante. Sœur Thérèse priait sans discontinuer. « Libera-nos a malo, délivre-nous du mal. » Enfin, ils atteignirent le bas. Devant eux s'ouvrait une vaste salle souterraine. Le plafond disparaissait dans l'obscurité. Des colonnes massives soutenaient le château. Mais ce qui les figea fut ce qui occupait le centre. Un autel de pierre noire, couvert de symboles gravés qui n'appartenaient à aucune langue connue. Des cierges éteints l'entouraient, et derrière l'autel, un mur de briques rouges. Un mur qui n'avait aucune raison d'être là. « C'est là, » murmura Amélie. « C'est là qu'il l'a muré. » Ce n'est pas juste une tombe, c'est un sanctuaire. Le docteur Ferrand s'approcha, examinant les symboles. Ce ne sont pas des symboles chrétiens, c'est plus ancien. Ces marques, je les ai vues dans des grimoires interdits. Édouard ne s'est pas contenté de tuer son frère, réalisa Marguerite. Il a essayé d'emprisonner son âme. Sœur Thérèse s'effondra à genoux. Je savais. Il m'a obligé à l'aider. Cette nuit-là, après le meurtre, il m'a fait porter les briques, mélanger le mortier avec du sang. Mon propre sang, et pendant que nous mûrions le corps, il récitait des mots maudits. Il disait qu'Alexandre ne devait jamais trouver le repos. Victor recula, horrifié. « Vous êtes tous des monstres. »« Tu portes aussi le sang d'Alexandre, » dit Amélie. « Nous le portons tous. » Elle s'approcha du mur, posant sa main dessus. La pierre était glacée. Je sens quelque chose, une présence, de la rage, 60 ans de rage. « N'y touche pas !» cria le docteur Ferrand. « Briser ce mur pourrait libérer quelque chose de terrible. » Quelque chose de terrible est déjà libéré. Alexandre n'est plus complètement prisonnier. Le sceau s'affaiblit. « Alors que faisons-nous » demanda Victor. « Non, » dit Marguerite. « Nous finissons ce qu'Édouard a commencé. Nous brisons le mur, nous libérons Alexandre, et nous lui demandons pardon. » Marguerite s'approcha du mur. « Alexandre de Mornac, je te demande pardon pour les crimes de ma famille, pour le sang versé, pour les 60 ans de prison. Pardonne-nous. » Le silence fut total, puis des coups commencèrent à s'élever. De l'intérieur du mur, boum, 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 le rythme d'un cœur mort qui battait encore. La lampe vacilla, l'obscurité s'épaissit, des murmures s'élevèrent, des dizaines de voix, « Libère-moi ! 60 ans, le sang doit payer !» Victor se boucha les oreilles en hurlant. Une brique bougea, puis une autre. Le mortier s'effritait. Le docteur Ferrand recula. « Nous devons partir. Il est déjà trop tard, » dit Amélie. « Regardez, les ombres avaient atteint le bas de l'escalier, et au centre, une silhouette plus solide se détachait. Édouard. » Le patriarche mort se tenait là, son corps décomposé, les lettres sur sa poitrine brillant d'une lueur verdâtre. Il ouvrit la bouche. Une voix sortit. « Pas la sienne, celle d'Alexandre. Vous avez vécu du fruit de mon meurtre. Vous avez grandi dans l'ombre de mon tombeau, et maintenant, vous paierez. »
Victor se jeta à ses pieds. « Pitié, je n'ai rien fait. Le sang est le sang. Les péchés des pères retombent sur les fils. » Marguerite s'avança. « Alors prends-moi, mais laisse les autres partir. » Innocent, le rire était horrible. Personne n'est innocent ici. Le docteur Ferrand retira ses lunettes. Une étrange sérénité l'avait saisi. « Je voudrais ajouter quelque chose. J'ai aidé Édouard. Pendant 20 ans, j'ai falsifié des certificats. J'ai empoisonné sur commande. Je suis aussi coupable. » Il sortit un scalpel et s'approcha du mur. « Vous voulez du sang? Alors prenez le mien. » Il se trancha le poignet. Le sang gicla sur les briques. L'effet fut immédiat. Le mur entier se fissura. Les briques explosèrent. Une lumière verdâtre jaillit, et avec elle, une odeur de mort. Le docteur Ferrand s'effondra. Enfin, c'est fini. Mais ce n'était pas fini. De l'ouverture, quelque chose émergea. Un corps, celui d'Alexandre de Mornac, tel qu'il était 60 ans auparavant. Jeune, beau. Mais quelque chose clochait. Ses mouvements étaient saccadés, ses yeux vitreux. « Je suis resté prisonnier, dit-il, entre la vie et la mort. 60 ans à sentir les vers ronger ma chair, à hurler sans voix. » Il avança. Là où il marchait, le sol se couvrait de givre. Lui, il ne peut plus souffrir, dit-il en regardant le corps d'Édouard. Mais vous êtes encore vivant. Marguerite se redressa. Alors fais-le. Tue-nous. Mais laisse cette terre en paix. Alexandre s'arrêta devant elle. Il leva une main glacée. Te tuer? Non, la mort serait une miséricorde. Vous allez vivre, mais vous porterez ma malédiction. Amélie s'avança. Non, je refuse. Alexandre tourna vers elle son regard mort. Tu refuses? Oui, si tu veux vraiment nous punir, prends ce qui nous est le plus cher, notre lignée, notre héritage. Elle saisit un chandelier et frappa l'autel. Ce château a été construit sur ton meurtre, alors détruisons-le, réduisons-le en cendres. Arrête, cria sœur Thérèse, ces symboles, ils ne sont pas qu'un sceau, ils sont un lien. Si tu les brises, Amélie frappa à nouveau. L'autel se fissura et tout bascula. Le sol trembla, les colonnes gémirent, des fissures apparurent dans les murs. Le plafond commença à s'effondrer. De l'autel brisé jaillit une fumée noire qui rampait sur le sol. Et dans cette fumée, des formes apparurent. Pas seulement Alexandre, d'autres, des dizaines, les morts du château de Mornac, tous ceux qui étaient morts dans ces murs au fil des siècles. Les serviteurs assassinés, les maîtresses empoisonnées, les enfants mort-nés, les rivaux éliminés, tous revenaient. « Mon Dieu !» murmura Marguerite. « Qu'avons-nous fait ?»« Ce que vous deviez faire, » répondit Alexandre. « Libérer les morts, tous les morts, pas seulement moi, tous ceux que cette famille a sacrifiés. » Les spectres tournoyaient, de plus en plus nombreux. Victor se précipita vers l'escalier, mais une main spectrale l'attrapa. Il hurla. Les spectres l'entourèrent, ses cris diminuèrent. Quand ils s'écartèrent, Victor était toujours vivant, mais ses yeux étaient vitreux, vides, son esprit était brisé. Sœur Thérèse se signait frénétiquement. Marguerite se tenait immobile, les bras écartés. « Prenez-moi, je suis prête. » Les spectres l'entourèrent. Elle ferma les yeux, sereine. Quand ils s'écartèrent, elle aussi regardait dans le vide, libérée enfin de sa culpabilité. Amélie reculait lentement. Les spectres l'ignoraient. Ils ne venaient pas pour elle, pas encore. Alexandre s'approcha d'elle. « Toi, tu es différente. Tu as brisé le sceau. Tu as libéré les morts. Pourquoi? Pour mettre fin à cette lignée maudite. Pour que plus jamais personne ne souffre à cause du nom de Mornac. » Alexandre la regarda longuement. « Tu aurais fait une excellente Mornac. Calculatrice, impitoyable. Mais tu as choisi différemment. » Il se tourna vers sœur Thérèse qui tremblait. « Et toi, complice d'Édouard, mère de l'enfant qui l'a tué. » Sœur Thérèse se mit à genoux. « Pardonne-moi. J'étais jeune, j'avais peur, je ne savais pas. Tu savais, mais tu as choisi le silence, tu as choisi la survie. » Il leva une main. Sœur Thérèse hurla, puis s'effondra, morte. Alexandre se tourna vers les ruines de l'autel. Le château tremblait de plus en plus fort. Des pierres tombaient. C'est fini. 60 ans d'attente. Le sang a été payé. Les morts sont libérés. Il regarda Amélie une dernière fois.
Pars, et ne reviens jamais. Laisse ce château s'effondrer. Laisse le nom de Mornac mourir avec lui. » Amélie ne se le fit pas dire 2 fois. Elle courut vers l'escalier, enjambant le corps de sœur Thérèse, passant devant Victor et Marguerite qui fixaient le vide. Derrière elle, elle entendait le château s'effondrer. Les colonnes se brisaient, les murs s'écroulaient. Elle grimpa les marches 4 à 4, ses poumons brûlants. La fumée noire la suivait, montant avec elle. Elle atteignit le rez-de-chaussée, le salon, où tout avait commencé. Le corps d'Édouard n'était plus là. Les spectres l'avaient pris. Elle courut vers la porte d'entrée, l'ouvrit. L'air froid de la nuit la gifla. Derrière elle, le château de Mornac s'effondrait sur lui-même dans un grondement terrible. Les tours s'écroulaient, les murs s'affaissaient, comme un géant qui tombe à genoux. Amélie continua à courir, ne se retournant pas, traversant les jardins, passant les grilles. Cucanel atteignit enfin la route qui menait au village. Elle s'arrêta. Se retourna. Le château de Mornac n'était plus qu'un amas de pierres fumantes. Des flammes vertes dansaient sur les ruines, des flammes qui ne brûlaient rien, mais purifiaient tout. Les spectres tournoyaient au-dessus, libérés enfin de leur prison de pierre. Puis, lentement, ils commencèrent à s'élever vers le ciel nocturne, des dizaines de silhouettes translucides montant vers les étoiles. Alexandre était parmi eux, enfin, en paix. Amélie resta là, immobile, regardant la fin d'une lignée maudite. Le vent d'hiver soufflait dans ses cheveux, portant l'odeur de la cendre et de la libération. Au loin, elle entendait les cloches du village sonner. Minuit, l'heure des morts, l'heure où tout peut changer. Elle pensa à Victor, l'esprit brisé mais vivant. À Marguerite, libérée enfin de sa culpabilité. À sœur Thérèse, payant le prix de son silence. Au docteur Ferrand, dont le sacrifice avait ouvert les portes. Et à Édouard, le patriarche maudit, dont l'âme errait maintenant quelque part entre les mondes, condamné à expier son crime pour l'éternité. Elle porta une main à sa poche. L'enveloppe du testament était toujours là. Elle la sortit, la regarda à la lumière de la lune. 100 000 francs par héritier, une fortune bâtie sur le sang. Sans hésiter, elle l'ouvrit. À l'intérieur, au-delà du testament, se trouvait une autre lettre. Une lettre qu'Édouard avait écrite pour celui ou celle qui survivrait. Elle la déplia, lut à la lumière des flammes vertes qui mouraient. À celui qui lira ces mots, si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que tu as survécu à cette nuit. C'est que tu as affronté ce que nous sommes vraiment. Des monstres déguisés en humains, des meurtriers cachés derrière le vernis de la respectabilité. L'argent dans les coffres de la banque est à toi. Tout, mais sache qu'il est maudit. Chaque pièce a été payée avec le sang d'Alexandre. Chaque billet porte l'empreinte de mon crime. Tu as 2 choix. Prendre l'argent et perpétuer la malédiction. Construire une nouvelle vie sur les ruines de la nôtre. Ou le refuser, le donner, libérer ton âme du poids de notre héritage. Choisis sagement, car les morts nous regardent toujours. Édouard de Mornac, dernier patriarche d'une lignée damnée. Amélie regarda la lettre longuement. Puis, lentement, elle la déchira. Les morceaux s'envolèrent dans le vent, tourbillonnant comme des papillons de papier. Elle savait ce qu'elle ferait. Elle irait à la banque, retirerait tout l'argent et le donnerait aux orphelins, aux pauvres, aux familles que Victor avait ruinées, à tous ceux qui avaient souffert à cause des Mornac, pas par bonté, pas par charité, mais par pragmatisme, car elle comprenait maintenant ce qu'Édouard n'avait jamais compris. L'argent du sang ne porte pas chance. Il empoisonne, il corrompt, il détruit tout ce qu'il touche. Et elle ne voulait pas devenir comme eux. Elle ne voulait pas passer sa vie à regarder par-dessus son épaule, à entendre des grattements dans les murs, à voir des ombres qui n'existaient pas. Elle voulait être libre, vraiment libre. Derrière elle, les dernières flammes vertes s'éteignirent. Le château n'était plus qu'un tas de pierres noires dans la nuit. Les spectres avaient tous disparu. Le silence retomba sur la Dordogne. Un silence paisible, propre, comme si la terre elle-même respirait enfin après 60 ans d'apnée. Amélie se tourna vers la route. Devant elle s'étendait l'inconnu. Paris peut-être, ou Lyon, ou même un autre pays. Un endroit où personne ne connaissait le nom de Mornac, où elle pourrait recommencer. Elle fit un pas, puis
un autre, s'éloignant des ruines, s'éloignant du passé, s'éloignant de la malédiction. Mais juste avant de disparaître dans l'obscurité, elle se retourna une dernière fois. Et là, debout sur les ruines, elle le vit. Alexandre. Pas le spectre vengeur qui les avait terrorisés, mais l'homme qu'il avait été, jeune, souriant, paisible. Il leva une main, un geste d'adieu, puis il disparut. Pour toujours cette fois. Amélie sourit. La première vraie sourire de sa vie. Puis, elle se retourna et marcha vers l'aube qui commençait à poindre à l'horizon. Derrière elle, le château de Mornac n'était plus. Devant elle, une vie nouvelle commençait. Une vie sans meurtre, sans poison, sans secret enterré dans les fondations. Une vie libre. 6 mois plus tard, dans les journaux de Périgueux, on pouvait lire un court entrefilet. Le mystérieux effondrement du château de Mornac, survenu en janvier dernier, continue d'intriguer les autorités. Aucun corps n'a été retrouvé dans les décombres, bien que 3 membres de la famille soient portés disparus, Victor de Mornac, Marguerite de Mornac et sœur Thérèse Blanchard. Le docteur Ferrand a été retrouvé mort dans les ruines, apparemment victime d'une hémorragie. La nièce du défunt patriarche, mademoiselle Amélie Rousseau, a hérité de la fortune familiale qu'elle a entièrement reversée à diverses œuvres de charité. Elle a depuis quitté la région. Sa destination demeure inconnue. Les villageois affirment que depuis l'effondrement du château, les phénomènes étranges qui terrorisaient la région depuis des décennies ont cessé. Les bruits nocturnes, les ombres, les disparitions mystérieuses. Certains parlent de malédiction levée, d'autres de coïncidence. Quoi qu'il en soit, le nom de Mornac s'est éteint avec le château, et peut-être est-ce mieux ainsi. Dans une petite pension de Lyon, une jeune femme aux yeux verts lisait cet article en buvant son café du matin. Elle sourit légèrement, plia le journal et le jeta dans la cheminée. Les flammes le dévorèrent rapidement. Amélie Rousseau n'existait plus. Elle avait pris un nouveau nom, une nouvelle identité, une nouvelle vie. Parfois, la nuit, elle rêvait encore du château, des spectres, d'Alexandre la remerciant d'un sourire, mais ce n'était plus des cauchemars, c'était des souvenirs d'une vie qu'elle avait laissée derrière elle, d'une malédiction qu'elle avait brisée, d'une lignée qu'elle avait terminée. Elle se leva, s'approcha de la fenêtre. Le soleil se levait sur Lyon, dorant les toits de la ville. Une nouvelle journée, une nouvelle vie, libre, enfin libre. Et quelque part, dans le vent qui soufflait sur les ruines du château de Mornac, si on écoutait attentivement, on pouvait presque entendre un murmure. Merci. Le murmure d'un mort enfin en paix. Le murmure d'une malédiction enfin levée. Le murmure d'une histoire enfin terminée. Fin château de Mornac, Dordogne, 1839. 1889, 60 ans de malédiction, une nuit de libération, le sang a payé, les morts reposent, la lignée s'éteint.